Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio. Ravi de vous retrouver avec André Berkoff dans tous ses états. Et aujourd'hui, André Berkoff, eh bien, vous êtes vraiment dans tous vos états, comme des millions de Français, et pour cause. Chaque jour, effectivement, le réel, André, frappe de plus en plus fort à la porte. Oui, et ce qui est intéressant, c'est quand ce réel frappe, eh bien, quand ça fait plaisir qu'il frappe, eh bien, c'est évidemment la libération de Boualem Sansal. Le fait que Boualem Sansal, après un an d'incarcération, d'hôpital, je rappelle qu'il a un cancer, qu'il a 81 ans et qu'il a été emprisonné en Algérie pour des raisons dont on peut discuter, vraiment, qui ne sont pas franchement les plus légitimes. En tout cas, eh bien, il est dehors. Et il est dehors, il faut le dire, grâce à l'intervention du président allemand. Et là, vient de rentrer en Allemagne. Il va être soigné dans un hôpital allemand. Alors, on peut se demander pourquoi, et on va en parler. On va en parler avec Noël Lenoir, qui est ancienne ministre et qui a été président du comité de soutien Boualem Sansal depuis le début. Et puis, on va parler d'un fléau. Un fléau, 75 000 jeunes quittent le système scolaire sans diplôme chaque année. 75 000 jeunes. Ça s'appelle un décrochage scolaire, et ça coûte très cher. 340 000 euros par décrocheur. 25 milliards d'euros par an. Et puis on va parler aussi des amants. Oui, on dit l'adultère c'est pas bien. Mais dans une campagne dans le métro, et souvent dans le métro, il y a des campagnes qui sont censurées. Là, pas du tout. L'amant ne coûte rien à la Sécu. On va en parler. Pourquoi l'adultère devient fun ou tendance? D'après la RATP, oui. Et on va parler aussi d'un impôt sur quoi? Sur les bonbons. Alors Haribo, qu'est-ce qui se passe avec Haribo? Eh ben voilà, il y a un impôt sur les bonbons, voilà. Vous savez, on taxe sur tout, hein. On taxe absolument sur tout, et pourquoi pas une taxe sur les bonbons. Et puis alors les transgenres, il y a un problème avec les transgenres. Vous savez, ces hommes qui se déclarent femmes et qui participent aux Jeux Olympiques et aux compétitions sportives. Et comme par hasard, ils gagnent surtout sur les femmes. Eh ben, ça va changer. Comment? Eh bien, on va vous en parler. Et puis, évidemment, on ne peut pas le dire, on ne peut plus rien dire. Avec Emmanuel Péra, l'avocat Emmanuel Péra, Céline, on va parler de 2 chansons d'Yves Montand qui ont été, en leur temps, censurées. Et oui, et ce en 1953. Et bien entendu, on se retrouvera aussi, André Berkoff, dans la culture, dans tous ses états, de 13 à 14 heures. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons faire une plongée dans un monde méconnu, André, à savoir l'apostasie dans l'islam. Ces hommes et ces femmes qui décident de sortir de l'islam sont rejetés par leur famille et menacés de mort. Résultat, eh bien, la majorité d'entre eux se cachent et mènent une double vie. Un lourd secret à porter, André. Certains seront avec nous sur Sud Radio. Ils vont témoigner. Vous allez voir, ce sont des témoignages saisissants. On en parle dans un instant sur Sud Radio. Alors restez avec nous. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Le fait du jour. Le pouvoir en Algérie n'est pas ce que l'on croit. C'est un pouvoir très intelligent. Une dictature intelligente. Une dictature, comme vous y allez. On n'est pas une dictature, regardez Boualem Sansal. Il n'arrête pas de nous égratigner, de machin, il vit en Algérie tranquillement. Allez le voir. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes, déjà. Ça se radicalise de plus en plus, ça devient de plus en plus fou, de plus en plus bête. Ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est pire que tout ce que nous avons connu. Est-ce que vous êtes senti parfois en danger en Algérie? On ne ressent pas le danger. Et puis jusqu'au jour où ça se produit. Et là, la sidération. Jusqu'au jour où ça se produit, Céline, oui, exactement. Boualem Sansal. C'était Boualem Sansal, André Berkoff, qui nous avait accordé donc cette interview quelques temps avant son arrestation. Et mercredi, alors, vous le savez tous, chers auditeurs, l'écrivain franco-algérien a été gracié pour raison humanitaire par l'Algérie. Pour raison humanitaire, en guillemets. Et oui, et ce, à la demande de l'Allemagne. André, condamné à 5 ans de prison ferme, il est emprisonné dans les geôles algériennes depuis le 16 novembre 2024. Sa libération, André Berkoff, est-elle un échec pour la diplomatie française? Quel est votre avis? Écoutez, effectivement, on pourrait dire que l'heure n'est pas ni au règlement de compte, ni à la polémique, mais moi je voudrais quand même dire
quelque chose à titre purement personnel, que ce qui s'est passé quand même est assez, allez, je dirais lamentable, parce que un pays, je vais vous dire ce qui s'est passé, parce qu'il ne faut pas oublier ça. Quand l'Amérique, il y avait 2 otages américains en Algérie, il y a 6 mois. Donald Trump a donné la voix, ces 2 otages américains ont été libérés très vite. Je dois dire que quand même cette histoire-là laisse un goût amer. On est très heureux évidemment que Boualem Sansal soit libéré, soit dehors. Il reste, je le rappelle, Christophe Glaise, le journaliste français, qui est toujours sous les verrous en Algérie. Mais le fait qu'il y ait eu cette intervention, et tant mieux pour lui et pour nous, du président allemand, le fait que l'Algérie, et on le sait très bien parce qu'on l'entend du matin au soir, ça fait 1 an et demi ce qu'on entend, ce que l'Algérie dit sur la France et parle de la France, alors que le contraire n'est pas vrai du point de vue des officiels. Jean-Noël Barrot est allé 2-3 fois, etc. Ça laisse quand même un goût amer. Mais Noël Lenoir, soyons clairs, bonjour d'abord. Bonjour à vous. Vous êtes battu avec Arnaud Benedetti et puis beaucoup d'autres. Vous avez fait le comité de soutien de Boualem Sansal. Vous êtes battu. Au fond, au-delà effectivement de ce qu'on peut ressentir, quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Alors d'abord, c'est Boualem. C'est une grande victoire, je pense, pour tous ceux qui sont battus. Et je peux vous dire, on ne va pas, comme vous l'avez indiqué, polémiquer aujourd'hui, que ça a été très difficile pour certains d'entre nous, puisque on nous a fait savoir très souvent par divers canaux qu'on allait trop loin et qu'il fallait être patient et discret. Donc, en fait, je crois que c'est une grande victoire pour Boualem d'abord, parce que c'est un homme courageux. C'est pas seulement Absolument. Des mots, c'est pas seulement un écrivain. C'est quelqu'un qui fait face. Ça, c'est la première chose. C'est un résistant au bon sens du terme, disons. C'est un résistant. Il a tenu le choc. Et nous savons, par tous nos informateurs, qu'il a été d'un courage inouï. Notamment, il ne faut pas l'oublier, pendant son procès, où il a exigé de parler français, alors qu'on lui a fait savoir que c'était très défavorable pour lui de demander à parler français. Et on lui a donné un interprète. Vous imaginez, en Algérie, on lui a donné un interprète. Moi, je considère que c'est une manière de héros. Et c'est une grande victoire. C'est une grande victoire aussi pour tous ceux, et je ne ferai pas, disons, de distinction entre la diplomatie et le ministère de l'Intérieur, tous ceux qui ont compris l'Algérie. L'Algérie, c'est un pays qui se veut blessé depuis l'indépendance, qui se veut victimisé depuis l'indépendance. Je rappelle, en 1962, hein, nous sommes en 2025. Absolument. Et donc, c'est très difficile d'aborder ce pays comme un partenaire, comme l'Allemagne, ou même comme le Maroc, ou comme la Tunisie. C'est un pays qui a une singularité par rapport à l'époque de la colonisation. Et dans ces conditions-là, je salue ceux qui ont le courage, qui ont eu le courage d'affronter cette problématique psychologique tout à fait particulière, en relevant la tête pour la France. La France doit relever la tête, et on sait que ce qui a joué pour la libération de Boualem Sansal, c'est d'abord l'intervention de l'Allemagne. On en reparlera, parce que l'Allemagne a des liens même historiques, vous le savez, puisqu'elle a financé le FLN, elle lui a même procuré des armes pendant la guerre d'Algérie. L'Allemagne, pas l'Allemagne, mais enfin les socialistes, le SPD, dont fait partie le président allemand, M. Steinmeier. Donc il y a des liens presque, disons, de coopération au moment de ce conflit. Et il y a eu aussi, et ça n'a pas été vraiment commenté sur les ondes, l'isolement diplomatique de l'Algérie. L'Algérie s'est isolée, d'abord vis-à-vis de ses voisins africains, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, avec lequel elle est en froid. Il y a eu également l'histoire de la marocanité, où la France n'est pas revenue en arrière. Etc., oui. Et ça aboutit à ce vote qui, nous le savons via les contacts algériens que nous avons, ce vote au Conseil de sécurité, où finalement, on a considéré qu'il y avait effectivement cette marocanité du Sahara avec le projet d'autonomie, etc. Et je sais que l'Algérie a ressenti ça comme une espèce de choc, et même un choc de trahison de la part de certains pays, comme le Pakistan,
parce qu'ils attendaient qu'il soit dans un autre sens. Donc il y a eu l'action de l'Allemagne, qui a été demandée, il faut le dire, par la France. Ça n'a pas été un coup d'arnaque contre le gouvernement français, bien au contraire. Et puis, il y a eu cette évolution diplomatique qui a été générée par le fait que l'Algérie s'est raidie de jour en jour, y compris vis-à-vis de nous. Est-ce qu'elle avait à se venger sur Boualem Sansal, là-dessus, prendre le Boualem Sansal, faire le bouc émissaire de ses rapports avec les autres pays, et notamment sur la marocanité, même si Boualem Sansal avait dit quelques propos, effectivement, qui ont heurté les Algériens. Mais ça a été une erreur monumentale de la part du gouvernement algérien, et je pense qu'ils le savent. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez dit humanitaire, geste humanitaire entre guillemets. On peut toujours imaginer que c'est un geste humanitaire, mais surtout, Boualem Sansal devenait un boulet. Comment imaginer que le pape, auquel le gouvernement français avait parlé de cette affaire, comment imaginer que le pape Léon XIV, que Gérard Larcher, président du Sénat, avait sensibilisé également au cas de Boualem Sansal, aille en Algérie quand un écrivain, et quel écrivain ? Un écrivain totalement inoffensif qui, parce que ce qu'il dit ou ce qu'il écrit déplaît, se trouve détenu à 80 ans alors qu'il a un cancer. Et donc, il y avait déjà ceci. Il y a aussi un voyage de l'Allemagne qui est prévu soit cette année, soit peut-être plus vraisemblablement en 2026. Comment imaginer qu'un grand partenaire européen comme l'Allemagne aille en fermant les yeux sur l'incarcération de Boualem Sansal? Donc tout ceci ajouté à un certain isolement démocratique, eh bien l'Algérie a trouvé une porte de sortie qu'elle a voulu honorable pour elle. Et puis, sans passer par la France. Est-ce que vous pensez, Noël Lenoir, juste un mot, parce que ça a été dit et répété, que le fait que Abdelmajid Tebboune, le président algérien, se fasse soigner en Allemagne, a joué, parce qu'on l'a dit, attention, vous êtes soigné en Allemagne, mais on aimerait bien que... Est-ce que vous pensez que ça a joué un... Je pense que ça a été déterminant. L'expérience, la petite expérience que j'ai des relations diplomatiques, ça remonte déjà à 20 ans, mais je pense que ça n'a pas changé. Les relations interpersonnelles sont très importantes. Il a dit lui-même, d'ailleurs, le président Tebboune, j'ai été sauvé par les médecins allemands, qui ont d'ailleurs aussi malheureusement sauvé Navalny, mais ça n'a pas suffi à lui rendre la vie pour plus longtemps. Mais il a des liens très étroits, et encore récemment, il a disparu. D'ailleurs, il y avait dans la presse des interrogations en Algérie. Il a disparu pendant un mois et demi, et il était allé se faire soigner. Après, on a su qu'il avait mal au pied. Donc ça a joué un rôle. Il allait se faire soigner en Algérie. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait effectivement de Boualem? Donc il est hospitalisé en Allemagne. Qu'est-ce qu'on sait de son état de santé surtout? Alors j'ai eu contact avec l'ambassadeur, notre ambassadeur de France, qui est tout à fait excellent, François Delattre, que je connais bien, et il m'a indiqué que Boualem, lorsqu'il a atterri, il était dans un avion militaire allemand, il était rayonnant. Bon. Il était rayonnant de bonheur. Et c'est quelqu'un, moi je le connais pas, je suis la seule sur peut-être les 2000 personnes de ce comité de soutien qui ne l'a jamais vu, qui ne le connaît pas, sauf par ses œuvres et par sa voix et son visage que je connais grâce notamment à Sud Radio et à d'autres organes de médias. Il paraît qu'il était très heureux, et je pense que là, alors il sort de l'isolement. Il est dans un hôpital à Berlin. Il n'a pas de téléphone puisque les autorités algériennes lui ont confisqué son téléphone. Il est dans un hôpital militaire à Berlin et il est en phase de check-up. Et donc, à son âge et compte tenu de la maladie qu'il a eue, évidemment, il faut prendre des précautions. Mais pour l'instant, on n'a pas de mauvaises nouvelles. On n'a pas d'excellentes. Et sa femme va le rejoindre demain ou après-demain, puisqu'elle est à Alger, où elle était à Alger. Oui, et sa fille aussi, j'imagine. Oui. Alors sa fille, je l'ai eue hier au téléphone, Sabea Sansalova, puisque c'est son nom, puisqu'elle est tchèque, donc elle a ajouté Lova. Et sa fille, évidemment, veut le voir. Et elle n'a pas son téléphone, puisque le numéro de téléphone ne répond plus. Et donc elle m'a dit, mais comment est-ce que je peux le voir? Mais elle va venir en France, puisque y a une grande célébration de Boualem Sansal au Pen Club, où il va recevoir un prix. Bientôt, je pense que ça doit être samedi.
D'accord. Moi, je serai à Béziers, puisque Robert Ménard va inaugurer une place Boualem-Sansal à Béziers. Oui. Et puis, comme vous le savez, hier, nous étions avec Arnaud Benedetti à l'école du journalisme nouvelle, enfin Oui, la nouvelle école, oui, la nouvelle absolument. école, Ouais, ouais. qui a dédié une salle également à Boualem-Sansal. Donc Boualem-Sansal, ça va être pour lui quand même une bonne surprise quand il reviendra en France, parce qu'il va voir que son nom n'est pas seulement qu'on l'a pas oublié, dans c'est le moins que l'on les puisse dire. librairies, mais et aussi. Et moi, je trouve que si on est positif, en dehors des bisbilles que je trouve pour ma part peu décents, entre est-ce que c'était la diplomatie, est-ce que c'était le ministère de l'Intérieur, c'est quand même pas au niveau. On est en Non, France, c'est sûr. on Oui. est un grand pays. Et que En dehors pensez-vous des- justement de la polémique autour de Bruno Retailleau? Beaucoup de critiques lui ont été faites, notamment on est revenu sur la façon dont il avait géré c'est presque le dossier la faute- algérien, La faute à exactement. Oui. Bruno Retailleau. Oui, Alors, je peux vous dire- on lui reproche le bras de fer, effectivement, face à Alger qu'il prenait quand il était ministre, effectivement, de l'Intérieur, dites-nous. Alors déjà, compte tenu des contacts qu'on a avec des gens de toute catégorie, algériens, français, etc., qui connaissent ce contexte-là, il y a deux choses. D'abord, nous, on nous conseillait les pressions. Et on considère que toutes ces pressions, y compris le vote à l'Assemblée nationale, à une voix près, mais c'est comme ça que la République a été créée aussi, pour la dénonciation des accords franco-algériens sur les visas de 68, a joué. Parce que ça a montré, après le rapport du Sénat qui était sorti sur le même sujet en février 2025 et qui proposait aussi de dénoncer ces accords comme trop favorables, comme dérogatoires sur le plan de l'entrée et du séjour des étrangers, donc en l'occurrence des Algériens en France, on pense que ça a joué son jeu. Et je peux vous dire des contacts qu'on a, c'est un scoop que je vous dis parce que c'est très récent. Pour les gens qui veulent que l'Algérie, que le peuple algérien retrouve un peu de sérénité, retrouve la liberté, retrouve notamment les jeunes la possibilité de profiter des réseaux sociaux, de profiter des informations de Profiter de la diverses liberté, sources, oui. eh bien Retailleau est très bien vu par cette partie de la population qui évidemment ne s'exprime pas publiquement parce qu'elle ne pourrait pas, ce serait trop dangereux, mais il a joué un rôle et d'une certaine manière, il faut peut-être rendre hommage au gouvernement algérien, au pouvoir algérien, de lui donner cette stature, non seulement en France, mais même en Algérie. En tout Donc cas, je il a pense été que l'un cette de ceux qui a polémique... réagi dans Cette le bon polémique, sens. elle est un peu lamentable. Il faut faire la paix des braves. Il est rentré, c'est un grand succès, il est en vie, c'est un grand écrivain. Il doit être célébré en tant que tel, comme un grand écrivain qui a vécu dans sa chair ce que peut coûter l'exercice d'une liberté d'expression vraiment totale. Et moi, je trouve que ça, c'est formidable. Alors, que devient, du coup, le comité de soutien de Boualem Sansal? Que va-t-il devenir maintenant qu'il est rentré, qu'il va très vraisemblablement rentrer en France en fin de séjour, en tout cas le souhaite? Donc, votre activité, enfin l'activité que vous et un certain nombre de gens avez initiée, qu'est-ce que vous allez faire ou qu'est-ce que vous allez en faire? Alors, d'abord, on va voir avec Boualem ce qu'il veut faire. Mais si il considère ce qui est, à titre personnel, et je crois aussi Arnaud Benedetti, qui est quand même le fondateur, le moteur de ce comité, on a encore du boulot. Je ne parle pas évidemment de Christophe Glaise, qu'on va continuer à Le soutenir. journaliste français, Le journaliste qui est français. actuellement sous les verrous Pour en 7 ans. Algérie. Pour 7 ans. 7 ans, Ah oui. oui, faut pas Alors l'oublier. qu'il n'a rien fait, comme Boualem, mais lui, c'était une interview d'un Kabyle qui est joueur de football. Absolument. 7 ans de prison, c'est quand même, pour quelque chose qui est complètement C'est beaucoup. fantasmatique, absurde. C'est l'absurde de Kafka. Donc, il y a quand même un problème qui est que la parole, le message de Boualem, à savoir que le totalitarisme, que ce soit le nazisme ou que ce soit le totalitarisme religieux, ça peut tuer non seulement une démocratie, mais une civilisation. Et à cet égard, on pense évidemment à l'Occident. Donc ce message est un message qui est d'une actualité brûlante. Et il l'a dit et répété. Et il l'a dit. absolument. Alors, qu'est-ce qu'il y a? David Lisnard avait lancé « Je lis sans salle ». « Je lis sans salle », ça perdure. Je vous annonce, et je suis très redevable à mon ami Frédéric Worms, qui ne partage pas totalement peut-être
la philosophie de Boualem, qui est le directeur de l'école, directeur général de l'école nationale supérieure, de l'ENS, qui va organiser une grande journée de lecture et de commentaires de très haut niveau avec des intellectuels de plusieurs pays le 12 février. J'espère que Boualem sera là. Donc il y a tout, faire monter la culture, même si elle peut gêner certains et certains dogmes, faire monter dans les écoles, dans les universités, la culture de Boualem et le message. Le faire encore plus connaître qu'il ne l'est, c'est vrai. Encore plus connaître et lire. Oui, et lire. C'est quelqu'un qui est notre patrimoine. C'est notre patrimoine culturel, l'esprit voltairien, la bienveillance, et puis aussi cette vérité. Et comme disait Zola, que j'admire énormément parce qu'il a payé de sa vie justement de dire la vérité est en marche. La vérité revient avec le retour de Boualem Sansal. Donc il y a ça. Et puis après, sur la liberté d'expression, dont à l'expérience depuis un an, et puis aussi avec tous les amis que je me suis faite au comité de soutien et tous les gens que j'admire beaucoup qui ont contribué à sa libération de manière peut-être discrète et non publique, mais de manière très efficace, je pense qu'il y a un problème de liberté d'expression dans les démocraties. On ne peut plus dire ce qu'on pense. C'est le moins que l'on puisse dire, ma chère Noël Lenoir. Et ça, c'est quand même ce que porte Boualem et donc ce comité qui ne s'appellerait plus du coup comité de soutien, mais comité Boualem Sansal. Eh bien, écoutez, merci. Mais c'est lui Noël qui Lenoir. décidera. Eh bien, absolument. En tout cas, on est très heureux de vous avoir reçu, comme on est très heureux et on attend Boualem Sansal de retour en France. Vive Boualem, vive BS, on va l'appeler BS comme dit Sansal. Merci beaucoup. À tout de suite sur Sud Radio. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Eh oui, je t'aime. Eh bien, le 22 août dernier, André Berkoff, Glindel, qui est le leader européen de la rencontre extra-conjugale, avait fait sa rentrée publicitaire avec des slogans impertinents et drôles. Et ils étaient affichés donc sur tous les bus parisiens, André. Et depuis quelques jours, eh bien, c'est dans le métro qu'ils ont affiché une nouvelle campagne qui fait jaser, André. Oui, alors ce qui m'amuse avec la RATP, ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'ils censurent effectivement quand il y a une affiche politiquement incorrecte, ou alors le Sacré-Cœur, vous savez, le fameux film. Alors là, ça va pas du tout, ça ne passe pas. Là, un film qui a la gloire du catholicisme ou de Jésus, ça va pas du tout. En revanche, nous sommes très heureux de vous annoncer que l'adultère est tendance. Et oui, la campagne précédente, regardez ce qui s'est passé du 22 août au 4 septembre 2025. Vous aussi, vous allez bientôt retrouver votre maîtresse. Et si vous repreniez une activité extrascolaire? Ah oui, maîtresse, ah oui. La rentrée, c'est l'occasion de changer de maîtresse. N'oubliez pas vos affaires de rentrée, vous aussi. Vous aurez droit à votre carnet de liaison. Et voilà. Et oui, c'est Gliden, premier site de rencontre extra-conjugale pensé par les femmes. Et oui, il n'y a aucune raison que ce soit les hommes qui trompent, les femmes aussi trompent. Voilà, c'est l'égalité et la parité. Voilà, écoutez, chaque année, alors il paraît, alors ils ont fait des sondages, Gliden. Chaque année, septembre correspond à un pic d'activité sur l'application juste après l'été. Une période où les couples passent beaucoup de temps ensemble. Là, parfois trop, oui, l'été, vous comprenez. Il y a les enfants, il y a tout ça, là, c'est la routine. Alors septembre, on retrouve le bureau, on retrouve la manière d'échapper un peu à la routine. Et oui, et d'ailleurs, 45% des répondants avoir besoin de souffler après l'été et de s'accorder un peu de liberté. Voilà. Gliden, l'adultère, eh bien, c'est pas du tout l'enfer, c'est le contraire de l'enfer, voilà. On en parle très très bien. Voilà, l'adultère, ça marche du tonnerre de Dieu. Et d'ailleurs, Solène Paillet, directrice de la communication de Gliden, j'adore les directrices de la communication. Écoutez bien ce qu'elle dit, parce que j'adore, c'est un chef-d'œuvre de la communication.
L'été est paradoxal. On l'imagine comme une parenthèse idéale pour se retrouver dans son couple. Mais dans la réalité, c'est pas ça du tout. La promiscuité, le temps passé ensemble, sans échappatoire, peuvent au contraire faire remonter les tensions. Les vacances ne ressemblent pas toujours à ce qu'on avait projeté. Et ce décalage entre attente et réalité crée souvent un terrain propice aux frustrations. Voilà, alors beaucoup de nos membres, les bandes de Gliden, disent « Ah, on aimerait bien avoir des moments rien qu'à nous, pour pouvoir fuir, hein, avec celle qu'on a vue au bureau, du côté de mai, juin, et puis juillet, août, on les a pas vus. Ah, on va les retrouver, on va les retrouver. » Voilà, ça s'appelle Gliden, et puis c'est dans le métro, c'est des publicités, et c'est de dire, eh bien, tromper, c'est pas grave, ça fait plaisir, voilà. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas qu'un éléphant qui trompe énormément. Oui, André Berkoff, et parlons à présent d'un autre phénomène qui sévit sur les applis de rencontres, les Sunday Boys, figurez-vous, on les appelle aussi les serial likers du dimanche, et ils sont en fait les pires cauchemars des célibataires. Non, vous exagérez, Céline, c'est pas les pires cauchemars. Alors d'abord, quand on m'a parlé des Sunday Boys, je pensais que c'était un nouveau boys band. Je me disais, c'est intéressant, il y avait les To Be Three, etc. Eh bien, les Sunday Boys, eh bien, pas du tout. Pas du tout. Vous voyez, c'est un peu là. Il y a d'un côté l'adultère à la portée de tous, à la portée de toutes les bourses, si on peut permettre cette phrase légère. Eh bien là, voilà, c'est un nouveau fléau du dating moderne. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, là, on la dirait un phénomène de société, mais là, ça devient une espèce de banalité, de cliché moderne. Non. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, c'est les gens qui utilisent Tinder, Bumble, Hinge et autres plateformes, vous savez, en tout genre, plateformes de rencontres, il y en a aujourd'hui 400 000, hein, ou presque. Eh bien voilà, qu'est-ce qu'ils font? Alors c'est les célibataires, là. Eh bien, ils attendent le dimanche, et puis ils lancent des conversations en ligne, ils ont le temps, le dimanche, etc., il faut bien s'occuper. Et alors, ils publient, ils font les matchs, ils engagent la conversation avec une ou plusieurs personnes, ils les séduisent, et s'est séduite et abandonnée. Comment ça? Mais oui. Vous voyez, par exemple, Emma a déclaré à elle anglaise, tant de mecs m'écrivaient le dimanche en me demandant comment j'allais, raconter leur été, voilà, et raconter tout ça. Nous discutons longuement de nos week-ends. Et puis dimanche, lundi matin, plus un mot, rien. Le silence total, et pas le silence des agneaux, le silence des gens qui s'en vont. Alors, ça veut dire quoi? Les Sunday Boys, ou girls, d'ailleurs, il y a aussi bien les hommes que les femmes, sont séduisants, sympathiques, drôles, engagent la conversation après un match, tout ça sur Tinder et autres, sur les plateformes, posent des questions attentionnées, comment tu es, comment tu vas, qui tu es, raconte-moi ta vie, etc. Ah, parlez de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et alors, de temps en temps, ils proposent de passer la barrière du virtuel et de se rencontrer dans la vraie vie. Oui, ça arrive quelquefois, mais c'est pas c'est pas la majorité. Mais alors, vous comprenez, on se dit, voyez, ça y est, un flirt commence. Voilà, un flirt en ligne, et il y a eu tellement aujourd'hui de liaisons, de passions, de couples qui sont formés justement sur les réseaux sociaux et sur les plateformes. Mais voilà la caractéristique, effectivement, des mecs du dimanche, ou des femmes du dimanche, ou les meufs du dimanche. Eh bien, leur existence, c'est comme les éphémères, comme les papillons, n'est réservée qu'à un seul jour. Tout s'arrête brutalement le lendemain, comme si rien n'était jamais vraiment arrivé. Voilà. Alors, ils racontent, ils t'abordent, te complimentent, s'installe une sorte de feeling, on décide de se voir, mais subitement, ils ont un imprévu. Le dimanche soir, il t'envoie un dernier petit message pour s'excuser, mais te dire qu'il te trouve génial, dit Emma. Eh bien, tu réponds le lundi. Eh bien, le lundi, ils te lisent, apparemment, c'était marqué lui, mais ils te répondent jamais. Terrible, hein, je veux dire, voilà. C'est alors Géraldine Prévost-Gigant, qui est psychologue spécialiste de la rencontre amoureuse, et elle a écrit le livre « Les femmes et l'amour, comment bien vivre l'amour alors du dating, du ghosting et du zapping ». C'est ça que j'adore chez les psychologues, ils ont eu raison sur tout, ils ont un livre sur tout, vous voyez. Il se passe quoi que ce soit, là c'est le dating, le ghosting c'est « je deviens fantôme », et le zapping, « je te zappe ma chérie »,
parce que j'ai plus envie de te voir. Voilà. Et dit la psychanalyste ou la psychologue, c'est une façon pour ces profils de combler le vide créé par l'atmosphère particulière du week-end où les activités professionnelles s'arrêtent. Ça veut dire que ces gens-là ont une vie tellement vide et ils sortent du boulot. Ah, c'est le week-end, eh ben je vais parler. C'est terrifiant, André. Mais beaucoup, effectivement, reconnaissent souffrir du fameux spleen du dimanche. Certaines personnes détestent cette journée. Moi, je l'adore. Vous savez qu'il y a une très grande chanteuse, morte depuis, Juliette Gréco, qui avait fait une merveilleuse chanson qui s'appelle « Je hais les dimanches ». Voilà, c'est pas nouveau, hein, tout ça. « Je hais les dimanches ». Mais attendez, Céline. Écoutez, quel vide d'avoir dans sa vie, ne pas supporter, de n'être pas dans la routine de l'activité. Mais c'est formidable. Sortez de votre routine. Et alors, comme ils n'arrivent pas à sortir de leur routine, qu'est-ce qu'on retrouve? Le portable. Voilà, je sors mon portable et je dis « Alors, qu'est-ce que vous faites le dimanche? Comment vous appelez? Racontez-moi. » Et je vais donner l'espoir à quelqu'un en entendant ma voix rauque et sensuelle en train de dire « Alors on se retrouve ?» Elle va dire « Oui, on se retrouve quand ?» Et puis je la retrouve pas. Parce que lundi, je suis occupé. Lundi, j'ai autre chose à foutre. Alors vous comprenez, je ne suis plus là. Et elle est là. Et à ce moment-là, c'est les sanglots longs des violons de l'automne qui bercent leur cœur d'une langueur monotone. C'est terrifiant, c'est vrai. Voilà. Et oui, c'est terrifiant, André. Mais il n'y a pas que les Sunday Boys, il y a les Sunday Girls aussi. Il n'y a pas que les hommes qui agissent comme ça. Certaines femmes aussi ont besoin de combler un certain vide. Et quelle tristesse. C'est normal. Eh bien, écoutez, le vide, ça existe. Et c'est très amusant, c'est quand le vide rencontre le bide. Ça devient très intéressant. Ça marche ensemble, ça, vous voyez. Alors, la psychologue donne un dernier conseil. Je vous demande à leurs auditeurs de Sud Radio et résistants de Sud Radio, ceux qui ont envie de savoir ce qu'ils veulent faire dimanche et passer leur quête dominicale sur les réseaux sociaux. Soyez plus vigilants sur les applications le week-end. Repérez un changement de comportement entre le week-end et la semaine, mais surtout ne jamais se remettre en question. Non, oui, il faut se remettre en question. C'est toujours très bon de se remettre en question. Voilà. Et le dimanche, eh bien, le dimanche après le dimanche. Le lundi après la pluie, le beau temps. Donc, ne vous inquiétez pas. 1 de perdu, 10 de retrouvés. Et oui, et même plus peut-être. André Berkoff, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. Et vous réagissez si vous voulez au 0826 300 300. On attend vos appels. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio et on va parler d'une taxe qui est actuellement en plein débat à l'Assemblée nationale. Une taxe sur les bonbons terrifiants. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et oui, eh bien, figurez-vous qu'après les sodas, ce sont les confiseries, les chocolats, les biscuits et sans doute tous les produits sucrés transformés, André Berkoff, qui risquent de devenir bientôt plus chers, et ce pour combler le trou de la sécurité sociale. Alors effectivement, le seul d'ailleurs aujourd'hui, la seule chose qui compte, c'est taxer. Nous ne voulons plus que l'impôt sur les eaux. Voilà. Donc on va taxer les produits plaisir, on va taxer effectivement, alors quoi? La taxe bonbon. Voilà, ça arrive, la taxe bonbon. Le fabricant sera taxé à hauteur de 21 € par quintal, c'est-à-dire 100 kilos de production, contenant plus de 5% de sucre. D'accord, il faut se battre, le sucre c'est terrible, enfin... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les bonbons, il faut plus manger de bonbons, ça veut dire quoi? Bonjour Christophe Bertrand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la Confédération des chocolatiers et des confiseurs de France. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous êtes aussi le patron de la Reine Astrid, artisan chocolatier depuis 1935. La Reine Astrid, effectivement, qu'on connaît bien. Alors, ça vous inspire quoi, cette taxe sur les bonbons? À votre avis, c'est pas les bonbons. Hein. Je pense qu'à l'origine, surtout, c'était un peu les sodas et le sucre qui est un peu caché qu'on essaie de taxer. Et là, malheureusement, le gouvernement est en train de faire une proposition d'une taxe supplémentaire. Il faut savoir que nous, artisans, chocolatiers, confiseurs, biscuitiers, etc., on vient de se prendre une augmentation de 34% il y a 15 jours sur la taxe sur les emballages. Sur les emballages.
Voilà, sur les emballages qu'on met sur le marché, on devait payer 0,019 centimes sur chaque ticket de caisse. Aujourd'hui, on passe à 0,030 centimes. On essaye d'expliquer au gouvernement que nous, on n'augmente pas de 34% comme ça nos tarifs d'un seul coup, sans prévenir, et les consommateurs ils passeraient pas. Et donc là, on nous passe une petite taxe sucre en disant que les chocolatiers, confiseurs, boulangers, pâtissiers sont exonérés à condition qu'ils fassent moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais c'est oublier une chose, c'est que la plupart d'entre mes confrères achètent du chocolat à des industriels ou des semi-industriels français comme Valrhona, Weiss, etc. Et ces gens-là, ils font un peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc forcément, cette taxe sucre, ils vont être obligés de la répercuter, sachant que c'est à peu près 34 centimes du kilo, je crois. Donc ils vont les répercuter sur leur prix d'achat, enfin sur leur prix de vente, pardon. Sur leur prix de vente. Donc tous les artisans qui font 500 000 euros de chiffre d'affaires, ils vont aussi voir leurs achats de chocolat ou de produits sucrés augmenter d'autant, sachant qu'on a pris quand même récemment un fois 2, fois plus que 2 sur le prix du chocolat pour ce qui concerne les chocolatiers. On sait très bien que le beurre a augmenté récemment, etc. Donc là, en fait, ils essayent de nous exonérer de cette taxe, mais en réalité, ils sont tombés un peu à côté, puisque, ma foi, tous ceux qui achètent du chocolat, tous ceux qui achètent des produits déjà un peu sucrés, ils vont la supporter, malheureusement, parce qu'on va leur répercuter. C'est assez terrifiant. Enfin, terrifiant. Ce qui est terrible, c'est que maintenant, tout va être taxé. C'est-à-dire que bientôt, on va taxer l'air qu'on respire. J'exagère à peine. Oui, c'est-à-dire que je comprends qu'on veuille taxer le sucre dans les sodas, par exemple, parce que c'est un sucre qui est caché, on ne s'en rend pas compte qu'on boit quand même pas mal de sucre. C'est vrai. Mais quand vous vendez une tablette de chocolat à 75% de cacao, il ne faut pas avoir fait maths sup pour savoir que le reste, c'est du sucre. Il y a 25% de sucre et c'est pourtant un fort pourcentage de cacao. Et donc, j'ai l'impression un peu que le petit calcul qu'on nous propose également, ça va être de dire que on nous taxe lorsqu'on a plus de 0,8 g de sucre ou quelque chose comme ça. Pour 100 grammes. Donc, nous, on les a forcément. Quand on fait une tablette, il faudrait faire des tablettes à 95%, 96% pour ne pas être taxé. Qui va manger ça? Personne ne va apprécier. Donc, le sucre, malgré tout, il est forcément un petit peu important aussi dans certains aspects de notre vie de tous les jours. Et le chocolat en fait partie. Il est bon pour l'humeur, il est bon pour ce qui véhicule, la théobromine. Oui, mais en excès, c'est quand même un poison, il faut le dire, c'est une diabétique qui vous parle. Hein. Oui, je pense que les excès, ils sont. Je sais pas si dans les bonbons, on en parle beaucoup des excès. Est-ce qu'il y a des excès sur les bonbons? J'avoue que c'est une statistique que je ne connais pas. Sur les sodas, on sait tous que effectivement, on en boit tous et que malheureusement, effectivement, ils contiennent du sucre qu'on s'en rend pas compte. Sur le chocolat, je connais personne qui consomme du chocolat à l'excès et alors peut-être celui qui est un peu caché sur les biscuits. Non, mais ce que vous dites, Christophe Bertrand, le problème, c'est qu'il faut apprendre aux gens à savoir. Enfin, on dit bien sur les vins et ailleurs à consommer avec modération. Et ben voilà, je veux dire, il n'y a aucune raison. Le vin aussi, il contient du sucre. Les boissons contiennent du sucre. Alors, il faut apprendre aux gens effectivement à consommer, mais on va pas se priver du chocolat. Enfin, je veux dire, moi en tout cas, je me priverai pas de chocolat. Maintenant, à chacun de doser, à chacun d'être un peu adulte. C'est clair. Mais cette taxe, André, elle ne concerne pas que les chocolats, ça concerne tout type de confiserie sucrée. Ben oui, non, mais on sait très bien. Non, mais le problème, on est d'accord, on est tous. Oui, Christophe Bertrand, allez-y. Oui, les nougats, par exemple, ça contient beaucoup de sucre, effectivement, c'est une évidence. Mais ma foi, effectivement, s'il faut se priver de tout. Voilà, non mais c'est ça le problème. Le problème, c'est encore une fois, mais vous le savez très bien pourquoi ils le font, on le sait très bien pourquoi ils le font, la taxe veut devenir l'horizon indépassable, en tout cas, de notre cher et doux pays. Et écoutez, en tout cas, je vais vous dire, Christophe Bertrand, on continuera à manger du chocolat et je crois que je ne suis pas le seul. Merci à vous. Mais oui, merci. Avec grand plaisir. On peut plus rien dire. Si tu veux pas te retrouver seul, t'as intérêt de fermer ta gueule. Eh oui, on ne peut plus rien dire, André Berkoff. Et de tout temps, eh bien, dame Anastasie, la faucheuse, a sorti ses grands ciseaux, André Berkoff, pour censurer notamment la chanson française. Et Yves Montand en a fait les frais, et ce, en 1953. 2 de ses chansons ont été censurées, notamment celle-ci. Quand un soldat s'en va en guerre, il a dans sa musette son bâton de maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a
dans sa musette un peu de linge sale. Eh oui, sublime poème écrit par Francis Lemarque. André Berkoff est interprété magistralement par Montand comme toujours. Bonjour Emmanuel Pierrat. Bonjour Céline, bonjour André. Alors bonjour, vous êtes Emmanuel. avocat spécialiste de la censure. Racontez-nous pourquoi cette chanson a été censurée dans les années 50. Alors on pourrait continuer les paroles pour comprendre un peu mieux Céline, parce que la phrase d'après, c'est quand un soldat revient de guerre, il a simplement eu de la veine. Et puis voilà. Oui, absolument. Donc il y a évidemment une charge antimilitariste et pacifiste extrêmement forte. C'est les paroles de Francis Lemarque, qui a été le grand parolier de Montand, immense auteur, immense poète. Et le paradoxe, c'est que Yves Montand, en 1953, tout lui réussit. Il a épousé temps avant Simone Signoret. Ça sera un couple extraordinairement radieux et formidable. Malgré les infidélités de l'un envers l'une, mais peu importe, ça restera comme ça, une sorte de tandem. Un couple magique. Mythique, pratiquement. Un couple mythique, merci André, c'est la bonne formule. Et puis il vient de tourner aussi dans Le Salaire de la peur, pour laquelle il a eu un succès véritablement important. Et enfin, il vient de faire le premier one-man show, qui est une chose qui n'existe pas en France à cette époque-là. Il a fait salle pleine absolument partout. Et le paradoxe, c'est que cette visibilité, elle le rend un peu dangereux aux yeux du pouvoir. On est en pleine guerre d'Indochine. 54, un an plus tard, ça sera Dien Bien Phu. Le de Boris Vian, dont on a déjà parlé ici, sera interdit. Donc quand il se lance avec Francis Lemarque dans Quand un soldat, évidemment, il ne peut pas ne pas subir les foudres de la censure. Et donc il est interdit immédiatement de radio. J'ajoute d'autant plus, vous avez dit Céline tout à l'heure, il y a 2 chansons d'Yves Montand qui sont interdites la même coup sur coup. Alors il y a une autre qui est de Prévert. Alors on va l'entendre tout de suite, très rapidement. Ô sanguine, joli fruit, la pointe de ton sein a tracé tendrement la ligne de ma chance dans le creux de ma main. Merveilleuse chanson, merveilleux poème de Prévert, effectivement. Mais alors Emmanuel Pierrat, là c'est gentiment érotique. Pourquoi la censure ? Ah ben on est en 53, André, il faut se remettre un peu dans le contexte. Là, c'est vraiment, on est encore avec l'outrage de bonnes mœurs à l'ancienne. Et donc, on décèle, non pas, on prend pas les paroles au pied de la lettre, on imagine la scène. C'est-à-dire le censeur, il se projette. Il faut toujours comprendre que le censeur, c'est quand même un grand obsédé. Ah ben c'est clair. C'est ses propres turpitudes, véritablement, qu'il veut interdire. Hein, ça se voit bien. Donc, il, lui, visualise parfaitement le corps de la femme, le sein, la robe qui tombe, etc. de ses paroles charmantes. Voilà. Et donc, ça a été censuré, ça a été interdit aussi d'antenne ? Interdit d'antenne totalement, alors que Yves Montand la chante au Théâtre de l'Étoile, il fait un triomphe avec, et c'est interdit d'antenne. Puis en plus, il y a un petit lien, parce que c'est un texte de Jacques Prévert, l'immense poète, mais qui l'a présenté à Francis Lemarque. C'est Prévert qui fait le lien. Donc en gros, il y a une bande, une vraie association de malfaiteurs, terme à la mode, qu'on retrouve là véritablement sur scène. Et donc il est impossible pour le pouvoir de l'époque, d'un côté d'avoir l'érotomane Yves Montand et le pacifiste en même temps. Ça fait beaucoup pour le même homme. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Mais on se rappelle que cette association de malfaiteurs a quand même fait Les Feuilles Mortes, l'une des chansons les plus cultes, les plus éternelles de la chanson française, enfin. Mais il fait tout le tour de chant d'Yves Montand l'année d'avant comporte des succès qu'on a tous encore en mémoire. Ce sont des choses qui sont rentrées dans la culture populaire et dans la mémoire commune nationale. Voilà, et c'est le grand paradoxe, c'est-à-dire que Montand, au moment véritablement, il a 32 ans, en 53, il est en triomphe et c'est pour ça aussi qu'il attire véritablement, on va dire, les suspicions. Il ne faut pas oublier quand même sur les engagements communistes. Très marqué. Donc il vient d'une famille italienne, son père a été membre du parti, ils ont dû fuir. Il y a tout ce passé politique dont il ne se cache pas. Il est véritablement, il sera un étendard
du Parti communiste et de ce qu'il y a de pire, jusqu'au moment où il prendra un peu conscience et ouvrira les yeux. Oui. Après, et c'est lui qui il sera le héros du film, effectivement tiré du roman d'Arthur London. On se rappelle du livre d'Arthur London. C'est vrai qu'il a beaucoup changé, mais Montand. Quelle extraordinaire chanson, Emmanuel Pierrat, quelles extraordinaires chansons. En tout cas, il n'a jamais écrit, lui, une chanson. C'est un interprète, c'est pas un auteur-compositeur. Mais qu'est-ce qu'il a bien choisi, ces auteurs. Et il a fait un album en hommage à Prévert, Emmanuel Pierrat. Il en a interprété plusieurs. Et c'est amusant parce que ce sont toutes des admirations réciproques. C'est-à-dire Prévert admire beaucoup Montand. Montand admire évidemment, comme nous tous, Prévert. Et le Marc apprend une véritable gifle parce qu'il va au spectacle voir Montand. Et pendant 3 ans, il ne rêve que d'écrire pour Yves Montand. Jusqu'au moment où Prévert lui dit « Mais tu sais que c'est un copain et je te le présente. » Et c'est ainsi qu'ils feront parmi les plus beaux succès, les plus belles chansons. Effectivement, les portes qui étaient inscrites dans la chanson française. C'est vrai, à Paris et tout le reste. En 1953, on ne rigole pas ni avec les mœurs, ni avec la guerre. Oui, c'est intéressant. D'ailleurs, on se demande si on n'est pas en train de retrouver cet agréable parfum en ce moment, cher Emmanuel Pierrat. Peut se poser des questions là. Merci Emmanuel Pierrat d'être intervenu sur Sud Radio. Dans un instant, André Berkoff, on va se retrouver dans La culture dans tous ses états, une émission spéciale sur l'apostasie dans l'islam, un sujet dont on ne parle pas souvent. Les témoins sont rares, ils seront sur Sud Radio dans un instant. Restez avec nous pour cette émission exceptionnelle.